Et nous allons à présent nous intéresser à cet enjeu de cybersécurité, enjeu plutôt de sécurité nationale. Salim Béchiri, General Manager de Realistic Security. Salam alaikum. Soir khair. Alors pour tout le monde qui sont ici ou en live streaming, je crois. Alors, je serais ravi de traiter d'un sujet qui est lié à notre contexte algérien. Alors, dans toute stratégie de cybersécurité au plan national, naturellement, une attention particulière doit être portée à tout ce qui est infrastructures critiques, qui sont plus ou moins identifiables. Mais cela ne doit pas nous, en fin de compte, nous empêcher d'oublier le reste, d'oublier qu'il y a des entités qui forment le tissu économique d'un pays, à savoir les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. On ne doit pas les oublier dans notre stratégie. Alors là, le titre, c'est pas une question, c'est pas quelque chose à démontrer. Pour moi, et j'espère que pour tout le monde, c'est une évidence. La cybersécurité ou la protection des entreprises, pour notre contexte, est quelque chose qui est lié à la sécurité nationale. Prise d'une manière globale, les entreprises sont dans le périmètre de la sécurité nationale. Alors, là aussi, j'espère que c'est des évidences pour tout le monde. Pour moi, ce n'est pas à démontrer. J'espère que c'est aussi pour vous. Alors, on parle de ça depuis longtemps, mais tout ce qui est système d'information, tout ce qui est infrastructure technologique, ça devient des éléments essentiels dans l'activité économique, dans le fonctionnement des administrations et dans la vie des citoyens en général. Alors, aussi, les entreprises de différents types, qu'elles soient publiques ou privées, là, je ne vais pas m'attarder sur les concepts. Est-ce que c'est de l'informatisation, c'est de la transformation digitale? Ce qui est important, c'est que la part de plus en plus importante des systèmes d'information, elle est là dans les entreprises. Et le contexte géopolitique, que ce soit régional ou mondial, le contexte géopolitique actuellement fait que l'aspect cyber est extrêmement présent. C'était présent avant et c'est encore plus présent actuellement. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'évident, la cybersécurité, de par le monde, que ce soit au niveau des puissances mondiales ou dans les autres pays, elle est partie intégrante de la sécurité nationale. Alors, une fois ces évidences, entre guillemets, traitées, je vais passer à parler de deux sujets importants pour moi, dans les 2 dizaines de minutes qui sont allouées dans ce talk. D'abord, je ne vais pas parler de tout ce qui est l'état actuel de sécurisation, on en a parlé, peut-être qu'il y aura d'autres qui vont parler de ça. Je parle de l'état de sécurisation des entreprises algériennes. Je ne vais pas parler en termes de recommandations, mais de deux sujets qui me paraissent actuellement extrêmement importants. Le premier, c'est qui est la menace qui nous concerne, qui est pertinente pour l'Algérie et en particulier pour les entreprises algériennes. Et la deuxième, est-ce que les entreprises algériennes subissent des attaques, ont subi des incidents de sécurité? Est-ce que c'est une fiction ou une réalité? Alors, qui cible et ciblera? Je dirais même qui a ciblé les entreprises algériennes. Là, c'est le domaine de ce qu'on appelle la threat intelligence, le renseignement sur la menace. Là, c'est un résultat d'une analyse d'un institut de recherche ou un think tank pour le compte de la présidence et du Congrès américain. Vous voyez, il y a toujours les mêmes méchants, c'est les adversaires géopolitiques de cette puissance. Et il faut savoir que ces résultats-là, indirectement, ils vont influencer les travaux
des entreprises qui sont spécialisées en cybersécurité. Tout l'effort, toute l'attention seront portés sur ces threat actors, ces adversaires de cette puissance. Mais pour nous, on doit se poser des questions. Déjà, est-ce que ces menaces nous concernent? Et là, il ne faut pas être naïf. On ne va pas dire on a des amis, on a des ennemis, on a des alliés. Mais se poser la question est extrêmement important. Est-ce que ces menaces nous concernent et avec quelle manière et avec quelle intensité? Mais aussi, est-ce que les autres qui ne sont pas dans cette identification de la menace, ce n'est pas des threat actors qui sont pertinents pour notre contexte? On ne les trouve pas. En fin de compte, ce qui est important, c'est de contextualiser cette analyse de la menace, threat intelligence, et ne pas être naïf et inconscient et faire la guerre des autres, faire la bataille des autres. On va se protéger contre des threat actors, désolé, contre des menaces, peut-être qui nous ciblent, mais on va oublier d'autres. En fin de compte, on est en train de faire la guerre des autres sans le savoir. Alors, comme j'ai dit, cette catégorisation de la menace, elle influe directement les travaux, les résultats, les outputs des entreprises leaders mondiaux de la cybersécurité. Et on a une multitude de rapports de threat intelligence extrêmement utiles, intéressants. On trouve tout ce qui est IOC, Indicator of Compromise, on trouve les adresses IP qui ont perpétré des attaques contre les entreprises qui sont liées à ce contexte-là. On trouve des noms de domaine, on trouve des infrastructures qui sont utilisées pour attaquer ces pays-là, on trouve des haches de fichiers. C'est extrêmement utile pour feeder, pour alimenter nos moyens de protection et de détection. Mais ça reste insuffisant dans une approche globale qui contextualise la menace par rapport à notre contexte. Et là, les informations qui sont essentielles, c'est les indicateurs internes, que ce soit de compromission, IOC, OFF, ou là, tout ce qui est indicateur d'attaque. Quand j'ai un indicateur qui est dans un rapport de threat intelligence, comme quoi telle adresse IP ou telle infrastructure a tenté des attaques de telle date vers telle date, c'est une information utile. Mais si j'ai une évidence que telle adresse IP, tel acteur a perpétré une tentative ou là a provoqué un incident de sécurité dans mon système, là c'est une évidence, c'est quelque chose d'extrêmement utile qui va directement m'aider à me protéger moi. Et là, on peut les avoir. C'est vrai, c'est pas facile, il faut avoir une certaine maturité, mais c'est ce genre d'information qui va me permettre de me protéger par rapport aux menaces qui me concernent moi, qui concernent les entreprises algériennes. Aussi, une autre manière de le faire, c'est tout ce qui est services spécialisés et tout ce qui est coopération avec des alliés, disons. Alors, tout ce qui est services spécialisés, il faut savoir que le domaine de la threat intelligence, tout ce qui est renseignement sur les menaces, ce n'est pas purement technique, je dirais même c'est pas le plus important, ce n'est pas le technique. Quand vous cherchez maintenant sur LinkedIn les profils des gens qui sont Threat Intelligence Researcher, Threat Intelligence Specialist, vous trouvez une partie qui ont un background technique, une autre partie, soit un background technique avec des études en géopolitique, en sciences politiques, parce que ce qui définit le threat actor, ce qui définit l'adversaire, si on se place au niveau d'un pays, c'est des considérations au-delà de l'aspect technique, au-delà de l'aspect cybercriminalité qui fait partie uniquement du paysage de la menace. C'est des considérations qui font qu'il y a des entités affiliées à des États qui ciblent des pays, des régions avec un certain mode opératoire. Ce qui définit ça, c'est des considérations géopolitiques. C'est pour ça, je le redis, ce n'est pas de la technique. Les gens spécialisés dans le domaine, ils vont faire leur analyse, pas en se basant sur
quelques indicateurs techniques qui ne sont pas concluants, mais sur d'autres considérations. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on va démarrer de zéro, on va mettre de côté tout ce qui est production intellectuelle, tout ce qui est, disons, avancé dans le terme de la traite intelligence, par exemple? Non, pas du tout, mais on doit faire la différence entre les outils et le résultat de ces outils-là. Il y a des modèles, il y a des frameworks extrêmement intéressants pour les gens qui sont dans le domaine. Depuis 20 ans, je crois, il y a la fameuse pyramide of pain, la pyramide de la souffrance. C'est dans le sens, qu'est-ce qui est le plus facile à avoir dans la lutte contre les menaces et qu'est-ce qui est le plus difficile. Alors, tout ce qui est information technique, les valeurs de hash, les adresses IP, tout ce qui est domaine, plus ou moins, c'est facile à avoir avec les outils technologiques, mais aller jusqu'à les modes opératoires, les modes de fonctionnement, des campagnes d'attaque, là, ce n'est pas évident. Et c'est important pour alimenter l'approche en termes de threat intelligence. Aussi, c'est un framework qui est, entre autres, utilisé, c'est le niveau opérationnel, le niveau tactique et le niveau stratégique. Ces informations d'indicateurs de compromission, d'indicateurs d'attaque vont alimenter tout ce qui est niveau tactique. Je comprends que c'est les évidences que cette attaque a été perpétrée. Mais il faudra aller au-delà de ces aspects techniques pour se poser la question quand ça s'est passé, avec quel scope, avec quelle envergure, et aller vers les questions les plus difficiles, où là on revient aux aspects géostratégiques, et ce n'est pas de la théorie, ça se passe comme ça. Pourquoi on nous attaque? Quelles sont les motivations derrière? Quel est le plan stratégique derrière? Alors, pour le contexte algérien, on doit se poser la question pourquoi on nous attaque? Là, je ne vais pas utiliser la catégorisation en termes de motivation des attaquants qui est souvent utilisée. Vous avez les scripts qui disent, après les cybercriminels solitaires, les groupes organisés de cybercriminalité, vous avez les entités affiliées à des États. Je vais utiliser une représentation un petit peu simplifiée pour justement exposer le contexte algérien. Alors, vous avez tout ce qui est cyberattaque ou incident suite à un ciblage. Et là, les motivations sont diverses. Il y a le gain financier, c'est tout ce qui est cybercriminalité, mais vous avez aussi tout ce qui est espionnage, tout ce qui est destruction, tout ce qui est influence. Ça, c'est de la préparation sur quelques mois, quelques semaines, avec des essais successifs pour arriver au résultat. On trouve aussi tout ce qui est attaque opportuniste. Là, c'est typiquement du scan sur Internet. Dès qu'on trouve une vulnérabilité, on l'exploite, toujours dans une optique soit de cybercriminalité ou de prise de contrôle sur une infrastructure. Et on passe au suivant. Vous avez tout ce qui est scan, vous avez tout ce qui est campagne de phishing. Les premiers qui tombent dans le panneau, ils sont exploités. Et vous avez tout ce qui j'appelle dommage collatéral. Alors, quelquefois, les attaquants, pour cacher l'origine de l'attaque, pour amplifier les résultats, ils vont faire quoi? Ils vont utiliser des passerelles, des proxys. Ils vont vous utiliser, dans notre contexte, ils vont utiliser des infrastructures, des équipements, des serveurs de sociétés algériennes pour perpétrer des attaques sur des cibles bien identifiées. On va voir si ça arrive ou là. Et vous avez aussi quelque chose qui devient extrêmement important. Si vous êtes dans la supply chain de la cible, vous serez ciblé. Si vous êtes un prestataire d'une cible prioritaire, si vous êtes un partenaire, si vous délivrez un logiciel pour une cible prioritaire pour l'attaquant. Généralement, on essaye de l'attaquer frontalement. Si ça ne passe pas ou on ne veut pas l'attaquer frontalement, on va justement cibler tout son écosystème. Ce n'est pas pour rien que le sujet de la supply chain security a été introduit les dernières années dans tout ce qui est framework ou référentiel de sécurité, que ce soit du NIST, du LISO et tous les autres frameworks. C'est à travers
les multiples incidents de sécurité où, après analyse, ce n'était pas une attaque frontale, c'était utilisation des prestataires, des partenaires. Alors, dans le cas des entreprises, si on reste dans les entreprises, généralement les grandes entreprises sont des cibles directes, sont la cible principale des threat actors. Et les petites et moyennes entreprises sont souvent utilisées comme cible intermédiaire pour arriver à la cible principale. Alors, est-ce que tout ça c'est de la théorie? Je parle du contexte algérien ou c'est de simples suppositions? Je vais donner quelques exemples uniquement, en portant attention à tout ce qui est confidentialité, pour montrer que ce n'est pas de la théorie, ça existe depuis longtemps. Alors, tout ce qui est attaque ciblée, naturellement, il y a peu d'informations publiques sur ça, mais on arrive à trouver. Un exemple. Vous avez un rapport en 2015 de Kaspersky qui parle des victimes du groupe qui a été appelé à ce moment-là Equation Group, où l'attaque a été perpétrée en 2011. Eh ben, on trouve qu'on est présent en Algérie avec les cibles, c'était des infrastructures dans le secteur de l'énergie et d'autres entités non identifiées, que ce soit des personnes ou autres qui ne sont pas catégorisées. C'est arrivé, c'est avec des évidences. Alors, qui est Equation Group? Est-ce qu'il est dans le premier slide? Les threat actors qui sont identifiés généralement par les acteurs de la cybersécurité? Eh bien non. Equation Group, après investigation, là vous avez le rapport de Kaspersky, mais vous avez aussi les leaks, les Snowden, les Wikileaks. Ben, c'est un groupe affilié à une entité des services américains. Et on trouve chose intéressante, c'était dans la continuité, entre autres, des attaques type Stuxnet. C'est quelque chose qui était arrivé en 2011. Alors on peut se poser la question, comme dirait Zindine naïvement, est-ce qu'ils se sont arrêtés, ils ont fermé l'unité AD, qui ne perpètent plus d'attaques de ce type-là? Ça serait extrêmement naïf de considérer cela. Là, une petite anecdote, c'est il y a quelques années, dans une rencontre qui parlait des perspectives de coopération entre des entreprises algériennes ou des entités algériennes et un acteur occidental, ah ben, il nous disait que il y a des soucis avec les autres, les gens qui sont dans le cadre identifiés comme des threat actors pour les pays occidentaux. Il y a tout ce qui est backdoor, il y a tout ce qui est espionnage. Mais bon, à mon avis, c'était mal parti de présenter les choses comme ça. Pour moi, c'était une insulte à notre intelligence. Nous, on ne fait rien, les autres font ça, alors évitez-les et prenez nos technologies. Bah, pas de chance pour ce haut responsable qui nous disait ça. Ce même jour, quand je faisais ma veille habituelle en termes de cyberattaque, en termes d'incidents, il y a un labo de recherche qui sortait un rapport d'investigation. Et ce rapport disait qu'il y a un groupe fortement pressenti qu'il était affilié à un État, l'État de cette personne qui nous disait ça, qui a perpétré une attaque type IPT, Advanced Persistent Threat, sur un autre pays occidental, avec vraiment des évidences. Et l'attaque a duré plusieurs mois, je crois. Alors je ne pouvais pas m'empêcher il y avait 2 jours, je ne pouvais pas m'empêcher de dire ça. Alors vous nous disiez hier qu'il y a ce souci-là que il y a des backdoors d'un côté, il y a du pur business de l'autre. Ben, c'était prévisible. Vous savez, la partie offensive, la partie défensive, c'est séparé, c'est pas la même chose. Mais je reviens, c'était vraiment une insulte à notre intelligence de nous parler de cette manière-là. Alors,
Un autre cas, là je considère que c'est une attaque opportuniste, c'est de la cybercriminalité quand ça touche une entreprise. Ça fait mal à cette entreprise-là, mais quand c'est généralisé, ça peut vraiment provoquer des dégâts collatéraux. Il y a une entreprise privée algérienne qui est tombée dans une attaque de type phishing et mine in the middle. Il a perdu 130 000 $ dans cette attaque. C'est du classique. Là, c'est la chronologie. C'était en 2019. À travers le phishing, le hacker a récupéré mot de passe et compte d'une personne dans cette entreprise-là, de son mail. Alors, il a envoyé un mail comme quoi, se faisant passer pour le fournisseur étranger de cette entreprise-là, j'ai changé de compte. Il faudra prendre en considération le nouveau compte bancaire pour faire les paiements. Après, il fait patienter, je passe les détails, il fait patienter les deux parce que le fournisseur demande d'être payé, parce que les délais sont passés. Il urge le client pour faire le transfert. Le client fait le transfert. Un mois après, il y a des échanges téléphoniques entre le fournisseur et le client et tout le monde se rend compte qu'il y avait un hacker entre les deux. Ils ont actionné tout ce qui est assurance, mais au bout de 24 heures, je crois, l'argent était déjà sorti. Alors, un autre type, c'est une attaque opportuniste, mais peut-être ciblée. On a fait une investigation il y a quelques années, c'est toujours en 2019, j'utilise des exemples un peu loin. Ça, c'est une entreprise qui a plusieurs, disons, entités éparpillées sur le territoire. Alors, l'investigation a fait que, là, c'est dans le temps, et c'est le nombre d'adresses IP. L'axe des Y, c'est le nombre d'adresses IP compromis. Là, si on le voit si on utilise le langage des militaires, c'est une occupation du territoire de cette entreprise-là. Toutes les agences, la majorité des agences ont été compromises avec quelquefois des centaines de postes qui sont sous le contrôle de l'attaquant. Dans ce cas précis, il n'y avait pas de destruction, il y avait utilisation de ressources, mais si on se place d'un point de vue de l'attaquant, il a la capacité de faire ce qu'il peut. De la destruction, attaquer une autre cible, faire de l'espionnage, rester dans l'obscurité pour un certain temps pour faire ce qu'il veut faire après. Alors, peut-être c'est le dernier exemple. Je termine avec le type d'attaque intermédiaire. Ça s'est passé réellement. Vous avez un attaquant qui avait une cible, alors un pays, ça a été confirmé, c'est quelque chose d'affilié à un État, qui a ciblé une infrastructure dans un autre pays. Eh bien, il ne voulait pas que ça se sache, il a utilisé le proxy, eh bien, ça est tombé sur une entreprise algérienne. Il a compromis, est-ce que c'était vraiment opportuniste, il a trouvé cette entreprise, ou là il voulait faire passer l'attaque par l'Algérie spécifiquement, je ne sais pas. Et la cible voit l'attaque venir d'infrastructures d'une entreprise algérienne. Il y a un actionnement, tout ce qui est coopération internationale. Et je comprends que cette entreprise-là ne voulait pas être dans cette situation-là. Tout le monde savait après que c'était une compromission, mais c'est une position très inconfortable. Alors, c'est le dernier slide. Oui, c'est. Alors, c'est de la théorie où il y a de simples suppositions. Le problème, c'est que ce qui a été présenté, c'est ça. Ce que nous savons en tant que société, ce qu'on a traité, c'est encore plus. Ce que les confrères ont traité et savent, c'est encore plus. Ce que n'a pas été déclaré par les entreprises, et je comprends pour le moment, tant qu'il n'y a pas d'obligation de signalement d'incident, c'est encore plus important. Et enfin, et c'est ça le problème, ce qui n'a pas été détecté est encore plus grand. La zone d'obscurité où on ne sait même pas qu'on est attaqué, qu'on est compromis, pas attaqué, qu'on est compromis, est très loin. Le dernier slide, rapidement, c'est un dernier mot par rapport à la sécurité des solutions des éditeurs locaux. Ça rentre dans la supply chain. Si vous vous souvenez, le ransomware NotPetya, en 2017,
le vecteur de compromission, le premier, c'était un logiciel de comptabilité très utilisé dans les entreprises ukrainiennes et même les citoyens ukrainiens. Alors, ils ont compromis l'infrastructure de mise à jour de ce logiciel-là. Alors, les gens, au lieu de recevoir la mise à jour, ils ont reçu leur ransomware. Si on veut cibler un pays, on va identifier les acteurs locaux qui vendent leurs solutions logicielles et on va les compromettre. Ce qui est important, c'est assurer notre indépendance à travers des solutions locales, mais aussi penser à la sécurité, parce que si on ne le fait pas, ça va devenir vraiment un vecteur de compromission de notre infrastructure. Merci, Atakim Saha. Merci Selim Bechiri pour cette très belle présentation.